Sécurité. Sortez-moi ce gamin d'ici avant qu'il ne contamine quoi que ce soit. La voix stridente du docteur Harrison résonna dans le couloir du Chicago Memorial Hospital alors qu'il pointait du doigt le garçon de 10 ans qui venait d'entrer par la porte principale. Jérôme Williams s'arrêta au milieu du hall en marbre, ses baskets usées tranchant avec le sol étincelant. Il avait marché 12 pâtés de maison sous la pluie glaciale de novembre pour arriver jusque-là, mais ce n'était pas le froid qui faisait trembler sa main. C'était l'urgence d'une promesse qu'il s'était faite à lui-même. « S'il vous plaît, monsieur, » dit Jérôme d'une voix calme qui surprit tout le monde. « Je veux juste aider la petite fille en fauteuil roulant. Je sais comment la faire marcher. » Le docteur Harrison, chef du service de neurologie pédiatrique et héritier d'une dynastie médicale remontant à 4 générations, le regarda comme s'il n'était qu'une tache sur sa blouse immaculée. « Tu ne m'as pas entendu ? J'ai appelé la sécurité. Les gosses des rues n'entrent pas ici pour dire aux médecins comment faire leur travail. » À 45 ans, Harrison s'était bâti une réputation en ne soignant que les enfants de l'élite de Chicago. Sa spécialité, dire aux parents fortunés exactement ce qu'ils voulaient entendre, même lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, surtout dans le cas de la fille du puissant docteur Michael Foster, chirurgien en chef et principal donateur de l'hôpital. La fillette suit une rééducation depuis 3 ans et n'a jamais fait un pas, poursuivit Jérôme, ignorant l'approche des gardes de sécurité. Mais je peux l'aider. C'est ma grand-mère qui m'a appris. À ce moment-là, le docteur Foster apparut dans le couloir, poussant le fauteuil roulant de sa fille de 7 ans, Emma. Née avec une paralysie cérébrale, la petite observait tout avec de grands yeux curieux. Lorsqu'elle vit Jérôme, il se passa quelque chose d'inexplicable. Elle sourit et tendit ses petits bras vers lui. « Emma, non. » murmura son père en reculant le fauteuil. « Allons à la séance. » Mais Emma pointa Jérôme du doigt et prononça son premier mot clair depuis 2 ans. « Ami. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Harrison sentit une pointe d'irritation. En 3 ans de traitement, Emma n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour qui que ce soit ni pour aucune thérapie. Jérôme s'agenouilla à hauteur du fauteuil, croisant le regard d'Emma. « Salut, princesse. Tu veux apprendre à danser ? » « Assez !» explosa Harrison. « Sécurité, sortez immédiatement ce garçon. » « Et toi, » dit-il en pointant Jérôme, « si je te revois ici, j'appelle la police. » Jérôme se redressa lentement, mais avant d'être escorté dehors, il murmura quelque chose qui glaça le sang du médecin. « Docteur, je sais exactement pourquoi Emma ne va pas mieux, et je sais que vous le savez aussi. » Pendant qu'on le traînait vers la sortie, Jérôme garda ses yeux fixés sur Harrison. Dans ce regard, il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à un enfant de 10 ans, une sagesse ancienne, une détermination inébranlable, plus troublant encore, la tranquille assurance de celui qui détient des secrets trop puissants pour être révélés au mauvais moment. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jérôme avait été expulsé du Memorial Hospital, mais Harrison n'arrivait pas à chasser ces mots de sa tête. « Je sais exactement pourquoi Emma ne va pas mieux, et je sais que vous le savez aussi. » Que voulait-il dire par là ? Harrison tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que des divagations d'un enfant perturbé, mais quelque chose dans la certitude de ce regard continuait de le hanter. Jeudi matin, en arrivant à l'hôpital, il trouva Jérôme assis sur les marches de l'entrée principale, comme s'il l'attendait. Le garçon ne cherchait pas à entrer. Il se contentait d'observer, à travers les portes vitrées, les allées et venues des patients, avec une patience qui ne correspondait pas à son âge. « Vous n'avez pas encore appelé la police ?» lança sèchement Harrison au garde de l'accueil. « Il ne fait rien de mal, docteur. Il se contente de rester assis. Techniquement, le trottoir est un espace public. » Une irritation monta chez Harrison. Ce garçon essayait clairement de le provoquer, et cela marchait. Durant la séance de kinésithérapie d'Emma ce matin-là, quelque chose d'étrange se produisit. La fillette, habituellement apathique et indifférente, ne cessait de regarder par la fenêtre. Quand Harrison suivit son regard, il vit Jérôme dehors, observant à travers la vitre. Emma se mit à s'agiter dans son fauteuil, essayant de communiquer par gestes. C'était la première fois depuis des mois qu'elle montrait une telle urgence, un tel désir. « Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ?» demanda Foster, remarquant le changement chez sa fille.
Juste une phase, répondit sèchement Harrison en tirant les rideaux. Peut-être faudrait-il ajuster sa médication. Mais Emma ne se calma pas. Au contraire, elle se mit à pleurer, de vraies larmes de frustration, qu'Harrison n'avait pas vu depuis des années. Comme si elle essayait désespérément de dire quelque chose que personne ne comprenait. L'après-midi même, Harrison découvrit Jérôme en train de parler à Janet, l'une des infirmières les plus expérimentées de l'hôpital, sur le parking. La scène le mit hors de lui. « Janet, je vous ai interdit de parler à cet enfant. Je suis désolée, docteur Harrison, mais il me parlait des techniques que sa grand-mère utilisait avec les enfants spéciaux. C'est fascinant, en réalité. » « Fascinant !» s'exclama presque Harrison. « Ce n'est qu'un enfant sans éducation qui vit dans la rue. » Jérôme se tourna calmement vers lui. « Docteur, ma grand-mère s'appelait Lily Williams. Elle a travaillé dans cet hôpital pendant 30 ans, au service de neurologie pédiatrique. Peut-être vous en souvenez-vous. » Le sang de Harrison se glaça. Il se souvenait très bien de Lily Williams. L'une des infirmières les plus respectées à avoir jamais exercé ici, connue pour obtenir des résultats extraordinaires dans des cas jugés impossibles. Elle avait pris sa retraite il y a 15 ans et était décédée récemment. Ce n'est pas possible, balbutia Harrison. C'est elle qui m'a élevé après la mort de mes parents, poursuivit Jérôme, sa voix toujours calme, troublante. Elle m'a tout appris sur le fonctionnement du cerveau des enfants, sur la manière de se connecter à eux quand les adultes abandonnent. Elle m'a surtout appris à traiter des cas comme celui d'Emma. Janet, l'infirmière, regarda tour à tour les deux hommes, sentant la tension. Docteur Harrison, si c'est vraiment le petit-fils de Lily. Assez, explosa Harrison. Peu importe qui il prétend être. Les enfants ne soignent pas de patients dans cet hôpital. Jérôme fit un pas en avant, et pour la première fois, Harrison vit autre chose que du calme dans ses yeux. Il y lut une détermination telle qu'il recula malgré lui. « Docteur Harrison, je sais que vous mentez au docteur Foster à propos des progrès d'Emma. Je sais que vous savez exactement ce qu'elle a, mais que vous le cachez parce que vous refusez d'admettre que vous l'avez mal diagnostiqué il y a 3 ans. » Le monde s'arrêta autour de Harrison. Comment ce gamin pouvait-il savoir pour cette erreur de diagnostic qu'il avait dissimulée toutes ces années? « Tu ne sais rien, murmura-t-il. Mais sa voix tremblait. « Je sais qu'Emma n'a pas une paralysie cérébrale sévère comme vous l'avez dit à son père, continua Jérôme sans faiblir. Je sais qu'elle souffre d'une affection traitable que vous avez mal diagnostiquée. Et je sais que vous avez peur de corriger votre erreur parce que cela ruinerait votre réputation. » Une sueur froide coula dans le dos du médecin. Cette faute le hantait depuis des années. Il avait été jeune, arrogant, trop pressé d'impressionner le docteur Foster par son expertise. Quand il avait réalisé son erreur, il était trop tard, la corriger aurait signifié admettre son incompétence et risquer un procès pour faute professionnelle. « Comment ?» commença Harrison. Mais Jérôme n'en avait pas fini. « Et je sais comment l'aider. Ma grand-mère m'a appris exactement comment traiter ce type de cas. Mais vous préférez laisser souffrir un enfant innocent plutôt qu'admettre que vous vous êtes trompé. » Janet observait la scène, stupéfaite. Elle n'avait jamais vu le docteur Harrison aussi pâle et hors de contrôle. « Si tu ne pars pas immédiatement, j'appelle la police, » menaça Harrison. Mais sa voix n'avait plus l'autorité d'autrefois. Jérôme sourit, un sourire qui n'avait rien d'enfantin, chargé d'une sagesse douloureuse et d'une détermination implacable. « Appelez-les, docteur. Mais chaque jour, je serai là pour vous rappeler qu'il y a, à l'intérieur de ces murs, une petite fille qui pourrait courir et jouer si vous aviez le courage de faire ce qui est juste. » Alors que Jérôme s'éloignait calmement, Harrison resta immobile, sentant le monde soigneusement construit autour de lui commencer à s'écrouler. Ce garçon en savait trop. Trop de secrets qui pouvaient détruire sa carrière. Ce que Harrison n'avait pas encore compris, c'est que Jérôme n'était pas là par hasard. Et que sa connaissance du cas d'Emma n'était que la pointe d'un iceberg, prêt à surgir des eaux glacées de la vérité et à bouleverser à jamais l'histoire de cet hôpital. Déterminé à mettre un terme à ce problème une bonne fois pour toutes, Harrison convoqua dès le lendemain matin une réunion d'urgence avec toute l'équipe de neurologie pédiatrique.
Collègue, nous faisons face à une situation délicate, annonça-t-il en ajustant ses lunettes et en adoptant sa posture la plus autoritaire. Un enfant non accompagné perturbe notre routine et tente même d'interférer avec les traitements de nos patients. Nous devons agir. Le docteur Rebecca Chinn, neurologue récemment arrivée de Boston, fronça les sourcils. Quel type d'interférence ? Ce garçon prétend avoir hérité de connaissances médicales d'une soi-disant grand-mère qui aurait travaillé ici. C'est clairement un cas de fantasme infantile, mais cela cause des perturbations. Janet, l'infirmière qui avait parlé avec Jérôme, tout sauta, mal à l'aise. Docteur Harrison, j'ai vérifié les archives. Lily Williams a bel et bien travaillé ici 30 ans, et elle avait un petit-fils récemment orphelin. Un silence gênant s'abattit sur la salle. Harrison sentit la sueur perler sur son front. Cela ne change rien au fait qu'un enfant ne peut pas. Excusez-moi, l'interrompit le docteur Chinn. Puis-je demander quel type de connaissance ce garçon a démontré ? Harrison hésita. Il ne pouvait pas avouer que Jérôme avait mis en lumière son erreur de diagnostic sans s'exposer complètement. Des techniques non scientifiques, des théories sans fondement, répondit-il sèchement. J'aimerais lui parler, déclara fermement le docteur Chinn. S'il est vraiment le petit-fils de Lily Williams, alors tout change. Elle était une légende ici. Cet après-midi-là, Jérôme était assis à sa place habituelle sur les marches quand le docteur Chinn l'approcha. Contrairement à Harrison, elle s'assit à côté de lui, le traitant comme un égal. Tu dois être Jérôme. Je suis le docteur Chinn. J'ai entendu parler de ta grand-mère. Jérôme la fixa avec attention. Vous avez travaillé avec elle ? Pas directement, mais tout le monde connaissait sa réputation. Elle a sauvé beaucoup d'enfants que d'autres médecins avaient abandonnés. Elle m'a appris que parfois les médecins sont tellement pris dans leurs livres qu'ils oublient de regarder l'enfant réel, répondit Jérôme, avec une maturité qui surprit encore une adulte. Le docteur Chinn sourit. Ta grand-mère était sage. Parle-moi d'Emma Foster. Jérôme plongea son regard dans le sien. Voulez-vous vraiment savoir ? Ou vous me testez pour voir si je sais quelque chose ? La franchise de la question déstabilisa le docteur Chinn. Je veux vraiment savoir. Emma n'a pas une paralysie cérébrale sévère comme son dossier l'indique. Elle souffre d'un syndrome de déconnexion neuromotrice, qui peut être traité avec une stimulation spécifique. Ma grand-mère m'a appris à en reconnaître les signes. Un frisson parcourut le docteur Chinn. Si Jérôme avait raison, cela signifiait qu'Emma avait passé 3 ans à recevoir un traitement inadéquat. Comment peux-tu en être aussi sûr ? Parce que j'ai vu les mêmes symptômes chez ma cousine avant que ma grand-mère ne l'aide. Et parce que j'observe Emma depuis des semaines à travers cette fenêtre. Elle réagit à des stimuli auxquels un enfant atteint d'une paralysie cérébrale sévère ne réagirait pas. À ce moment-là, le docteur Harrison apparut à l'entrée de l'hôpital et vit les deux en train de discuter. Son expression se transforma en pure fureur. Docteur Chinn, que faites-vous ? Je parle à un jeune homme très perspicace, répondit-elle en se levant. Jérôme, j'aimerais que tu rencontres le docteur Foster. Je pense qu'il devrait entendre tes observations sur Emma. Le sang de Harrison se glaça. Si Jérôme parlait au docteur Foster de l'erreur de diagnostic, sa carrière était finie. C'est absolument inacceptable, explosa Harrison. Docteur Chinn, vous permettez à un gamin des rues de remettre en cause nos protocoles médicaux. Un enfant qui démontre des connaissances médicales exceptionnelles héritées de l'un des meilleurs professionnels que cet hôpital ait jamais connu, répliqua fermement Chinn. Jérôme se leva lentement, observant la dynamique entre les deux médecins. Il y avait quelque chose dans l'attention d'Harrison qui confirmait ses soupçons. Docteur Harrison, dit Jérôme avec son calme troublant. Vous avez peur de ce que je vais dire au docteur Foster, n'est-ce pas ? Je n'ai peur de rien de ce qu'un enfant peut dire. Alors pourquoi ne me laissez-vous pas lui montrer ce que je sais sur Emma ? Si je me trompe, vous pourrez me chasser d'ici pour de bon. Le docteur Chinn regarda tour à tour Jérôme et Harrison, sentant une tension qui allait bien au-delà d'un simple désaccord de protocole. Harrison, où est le problème ? Si le garçon se trompe, cela ne fera que confirmer nos méthodes. Harrison était acculé. Refuser maintenant éveillerait les soupçons,
mais accepter risquait de révéler son erreur dévastatrice. Très bien, dit-il en essayant de garder une voix ferme. Mais quand cette mascarade sera exposée, je veux que des mesures soient prises. Jérôme sourit, un sourire qui n'appartenait pas à un garçon de 10 ans. Parfait, Dr Harrison. Je pense que vous allez être très surpris par ce que nous allons découvrir. Alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital, le docteur Chin murmura à Jérôme. Es-tu sûr de ce que tu fais? Ma grand-mère disait toujours que la vérité trouve toujours un chemin. Et que quand quelqu'un essaie de la cacher trop longtemps, elle finit par éclater. Ce que le docteur Harrison ne savait pas, c'est que Jérôme ne s'était pas contenté d'observer Emma par la fenêtre ces 2 dernières semaines. Il avait parlé avec des infirmières de longue date, consulté discrètement des rapports de progression, et surtout, noté soigneusement chaque incohérence dans le traitement de la fillette. Son carnet, rangé dans un vieux sac à dos, contenait des informations qui non seulement prouveraient son diagnostic correct, mais révéleraient aussi l'ampleur de la tromperie entretenue par Harrison depuis des années. En entrant dans l'hôpital, Jérôme effleura son sac d'une main. Sa grand-mère lui avait appris que la justice demandait parfois de la patience. Mais, quand le moment arrivait, elle frappait sans relâche, comme une tempête trouvant enfin sa force. Alors que tous se dirigeaient vers la chambre d'Emma, Jérôme remarqua quelque chose qui le fit sourire intérieurement. Harrison transpirait, vérifiait obsessionnellement sa montre et faisait ce geste nerveux d'ajuster ses lunettes, celui que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître chez les médecins qui savaient qu'ils allaient être démasqués. La vérité arrivait, et Harrison n'avait aucune idée de l'ouragan qui s'apprêtait à dévaster son monde soigneusement construit de mensonges et de faux prestiges. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de kinésithérapie où Emma les attendait, Jérôme sortit discrètement de son sac à dos son carnet usé. Harrison n'avait aucune idée que ces pages manuscrites contenaient 3 semaines d'observations méticuleuses qui allaient détruire une carrière de 15 ans bâtie sur des mensonges. « Docteur Foster », dit Jérôme en s'approchant du fauteuil où Emma, souriante, l'accueillait. « Puis-je vous montrer quelque chose au sujet de votre fille ?» Le docteur Foster, un homme sérieux qui avait consacré les dernières années de sa vie à tenter de soigner sa fille, hocha la tête. « Bien sûr. Mais soyez bref. » Jérôme s'agenouilla à la hauteur d'Emma et commença une série de simples exercices, touchant légèrement différents points de ses jambes et de ses pieds. À la stupéfaction générale, Emma réagit immédiatement, bougeant ses doigts et essayant même de plier les genoux. « C'est impossible, » murmura le docteur Harrison, la sueur commençant à perler sur son front. Emma souffre d'une paralysie cérébrale sévère. Ses réactions ne sont que des spasmes involontaires. Docteur Harrison, dit Jérôme en se tournant vers lui avec ce calme troublant, Emma n'a pas de paralysie cérébrale sévère. Elle souffre d'un syndrome de déconnexion neuromotrice, une affection totalement différente et traitable. Le docteur Chin observait les réactions d'Emma avec fascination. Jérôme, comment peux-tu en être aussi sûr? Jérôme ouvrit son carnet et se mit à lire. 1er novembre, Emma a répondu à des stimuli tactiles sur ses membres inférieurs. Jour 5, elle a démontré un contrôle conscient des muscles faciaux lorsqu'elle était encouragée. Jour 10, elle a tenté de vocaliser des mots précis lorsqu'elle était correctement stimulée. Le docteur Foster devint livide. « Vous avez observé ma fille sans ma permission? » « Depuis le trottoir public, monsieur. Et ce que j'ai vu, ce sont des signes clairs que son diagnostic est erroné depuis 3 ans. » Le monde de Harrison s'écroulait. C'est absurde. Un enfant de 10 ans qui remet en cause un diagnostic médical certifié. Jérôme se leva et fixa Harrison droit dans les yeux. « Docteur Harrison, voulez-vous que je raconte au docteur Foster les IRM mal interprétés de 2020? Ou bien que je lui parle des résultats neurologiques que vous avez dissimulés parce qu'ils contredisaient votre diagnostic initial? » Le silence fut assourdissant. Le docteur Foster se tourna lentement vers Harrison. « De quoi parle-t-il? » Harrison tremblait maintenant. « Michael, n'écoute pas ce garçon. Il invente. Ma grand-mère a conservé des copies de tous les examens importants, poursuivit Jérôme sans pitié. Elle travaillait encore sur les dossiers quand les résultats d'Emma sont arrivés. Elle m'a montré comment identifier les signes que vous aviez choisi d'ignorer. » Jérôme tourna la page de son carnet. Compte rendu d'IRM, 15 mars 2020, structure cérébrale fondamentalement normale.
Signe compatible avec un syndrome de déconnexion neuromotrice léger à modéré. Pronostic favorable avec stimulation appropriée. Le docteur Foster arracha le carnet des mains de Jérôme. Ses yeux parcoururent les notes méticuleuses, chaque observation datée et détaillée. Harrison, est-ce vrai? Le médecin était acculé. Michael, à l'époque, il y avait de l'incertitude dans le diagnostic. De l'incertitude? Explosa le docteur Foster. Vous m'avez dit que ma fille ne marcherait jamais, qu'elle serait dépendante pour toujours. J'étais prudent. Prudent? Le docteur Chin prit le carnet et examina les notes. Jérôme, ces observations sont extraordinairement précises. Tu as documenté des réponses neurologiques qui indiquent clairement une fonction motrice préservée. Jérôme s'approcha d'Emma. Princesse, veux-tu essayer de te lever? Avec son aide, Emma réussit à se tenir debout quelques secondes. Ce n'était pas encore les pas stables qu'apporterait un traitement adapté, mais c'était un mouvement conscient et contrôlé. Les yeux du docteur Foster s'emplirent de larmes. 3 ans, Harrison. 3 années de la vie de ma fille qui auraient pu être différentes. Michael, je t'en prie, laisse-moi expliquer. Expliquer? Vous m'avez menti. Vous avez menti à Emma. Vous lui avez volé des années de développement, pourquoi? Par orgueil? Par peur d'admettre une erreur? Jérôme referma calmement son carnet. Docteur Foster, avec le bon traitement, Emma peut vivre une vie presque normale. Peut-être avec quelques limites, mais elle pourra marcher, courir, jouer comme n'importe quel enfant. Le docteur Chin était visiblement ému. Jérôme, accepteras-tu de m'aider à élaborer un plan de traitement pour Emma? Ce serait un honneur, docteur. Harrison tenta une dernière manœuvre désespérée. Vous ne pouvez pas prendre au sérieux un enfant des rues. Où sont ses diplômes? Sa formation médicale? Jérôme le fixa une dernière fois. Docteur Harrison. Ma grand-mère disait toujours que la véritable connaissance ne vient pas des diplômes accrochés au mur, mais de l'amour sincère pour les patients. Quelque chose que vous avez manifestement oublié. Le docteur Foster serra Emma dans ses bras, la voyant réagir positivement aux stimuli de Jérôme. Harrison, vous êtes renvoyé. Et soyez certain que le conseil médical saura exactement ce qui s'est passé ici. Harrison quitta la pièce en titubant, sa carrière détruite, non par un rival ni par une enquête officielle, mais par un garçon de 10 ans qui se souciait davantage d'un enfant qu'il ne l'avait jamais fait de sa propre réputation. Pendant que Jérôme travaillait patiemment avec Emma, montrant au docteur Chin les techniques que sa grand-mère lui avait transmises, une nouvelle réalité commençait à prendre forme dans cet hôpital, une médecine pratiquée non par ceux qui ont le plus de diplômes, mais par ceux qui ont le plus de cœur. Ce que personne ne savait encore, c'est que Jérôme détenait un dernier secret à propos de sa grand-mère, un secret qui transformerait non seulement la vie d'Emma, mais aussi l'avenir de centaines d'enfants qui viendraient un jour dans cet hôpital chercher de l'espoir. 6 mois après ce jour transformateur, le Chicago Memorial Hospital était devenu un lieu totalement différent. Jérôme Williams, désormais officiellement adopté par la famille Foster, était devenu le plus jeune consultant de l'histoire de l'institution, travaillant aux côtés du docteur Chin dans le tout nouveau département de neurorééducation pédiatrique innovante. Emma courait à travers les couloirs de l'hôpital, ses pas assurés résonnant là où, autrefois, on n'entendait que le silence des roues de son fauteuil. À 8 ans, non seulement elle marchait, mais elle dansait, sautait et jouait comme n'importe quel autre enfant. Plus encore, elle était devenue ambassadrice d'un programme qui avait déjà aidé des dizaines d'enfants victimes de mauvais diagnostics similaires. Jérôme. Jérôme, cria Emma en courant vers son frère adoptif, qui examinait des dossiers médicaux dans la nouvelle salle baptisée Centre Lily Williams de neurorééducation. Nous aidons encore 3 enfants aujourd'hui, dit le docteur Chin. Jérôme sourit en regardant la petite fille qui avait été le catalyseur d'une révolution médicale. Princesse, es-tu prête à leur montrer que les miracles existent quand il y a un véritable amour? Le docteur Foster observait la scène depuis le couloir, toujours ému de voir sa fille courir. La culpabilité des années perdues avait laissé place à une profonde gratitude et à un nouvel objectif. Il avait utilisé son influence pour garantir au programme de Jérôme un financement complet et une reconnaissance nationale. Quant au docteur Harrison,
sa chute avait été aussi spectaculaire que son arrogance. Renvoyé pour négligence médicale, il avait perdu sa licence après qu'une enquête eut révélé d'autres cas suspects. Aujourd'hui, il travaillait comme simple vendeur de matériel médical, une ironie amère pour quelqu'un qui se croyait intouchable. Docteur Jérôme, dit le docteur Chin en s'approchant avec un dossier. 5 autres cas viennent d'arriver, des enfants que d'autres médecins disaient condamnés à ne jamais marcher. Leurs parents ont voyagé d'autres États pour entendre parler de notre travail. Jérôme prit le dossier, les yeux brillants de la même détermination qu'au premier jour. Nous allons tous les aider, docteur. C'est alors que le docteur Chin révéla une découverte faite dans les dossiers personnels de Lily Williams. Jérôme, savais-tu que ta grand-mère a laissé un journal contenant des techniques qu'elle avait mises au point pendant plus de 30 ans? Des techniques jamais officiellement documentées, parce qu'elle savait que la médecine traditionnelle ne serait pas prête à accepter des méthodes non conventionnelles. Jérôme resta silencieux un instant. Elle disait toujours que le véritable savoir se transmet de cœur à cœur, pas seulement de livre en livre. Ce journal, reprit le docteur Chin, contient des observations sur plus de 200 cas d'enfants qu'elle a secrètement aidés au fil des années. Des cas que les médecins avaient abandonnés. Mais elle les a soignés avec de l'amour, de la patience, et des techniques qu'elle avait développées en observant directement les enfants. Le docteur Foster rejoignit la conversation. Jérôme, ta grand-mère n'a pas seulement sauvé Emma. Elle a laissé un héritage qui sauvera des milliers d'enfants. À ce moment, Emma courut vers Jérôme et le serra dans ses bras. Merci de m'avoir appris à marcher, mon frère. Jérôme la serra contre lui et murmura. Merci de m'avoir appris que parfois, les plus grands miracles se cachent sous les traits d'enfants que le monde a abandonnés trop tôt. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le Centre Lily Williams est un leader national de la neurorééducation pédiatrique. Jérôme, désormais âgé de 13 ans, suit un programme spécial pour étudiants surdoués en médecine, mais il continue à travailler auprès des enfants du centre. Le docteur Harrison, lui, lutte encore pour reconstruire sa carrière, mais il a découvert que les réputations détruites par l'arrogance et les préjugés sont bien plus difficiles à réparer qu'un diagnostic médical. Il avait perdu non seulement son emploi, mais aussi la confiance d'une communauté entière qui avait appris combien elle avait sous-estimé le pouvoir de la vérité entre les mains d'un enfant déterminé. Emma Foster, aujourd'hui âgée de 11 ans, se prépare à devenir pédiatre. Elle veut redonner à tous les enfants qu'on avait autrefois considérés comme des causes perdues, tout comme elle l'avait été. Jérôme a appris que la plus grande revanche contre les préjugés n'est ni la colère ni le ressentiment, mais le succès silencieux qui transforme des vies et prouve que la grandeur n'a ni couleur, ni classe sociale, ni âge. Il a transformé l'humiliation subie le premier jour en carburant pour une révolution qui a changé la vie de centaines de familles. La plaque à l'entrée du centre Lily Williams porte une phrase que Jérôme a choisie lui-même. Ici, nous croyons que chaque miracle commence quand quelqu'un refuse d'abandonner un enfant. Le docteur Chin répète toujours à quiconque veut l'entendre. Jérôme nous a appris que la véritable médecine ne vient pas des diplômes accrochés au mur, mais d'un cœur qui refuse d'accepter que qui que ce soit une cause perdue. Et vous? Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui croyait tout savoir de vos capacités? Avez-vous déjà transformé une humiliation en motivation pour prouver votre valeur? Partagez votre histoire de dépassement dans les commentaires. Si ce récit de courage et de détermination a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la véritable force n'a ni âge, ni couleur, ni origine sociale, et que parfois, les plus grands maîtres se présentent sous les traits des plus petits.